des mérites à Paris-Cité. Et je me suis beaucoup occupé de la vaccination HPV. Et je suis coordonnateur aussi dans le cadre de l'équipe PrEP HPV de l'équipe de médecine générale. Bonjour, moi je suis directeur scientifique de l'INCA, directeur de l'Institut climatique, cancer de l'externe et de micro-cancer. Bonjour, je suis Brigitte Autran et je préside le comité de veille d'anticipation des risques sanitaires. Bonjour, je suis Camille Chella et je travaille à la Direction générale de la santé, pour santé des populations et politique vaccinale. Représentant de la BGS et du professeur Salomon qui ne pouvait pas être avec nous, qui a heureusement changé avec toi. Bonjour, Marou, je suis fondatrice et présidente de l'association Motabou et je suis là pour représenter le collectif Demain sans HPV. Bonjour, Marie-Hélène Domer, je suis pédiatre, je travaille au centre hospitalier en pédiatrie générale et je représente en grande partie le groupe Infovac qui est un expert en vaccinologie. Bonjour, Jérôme Collet, je suis directeur médical du centre de dépistage des cancers pour l'île de France. Bonjour, Laurent Bordonnier, je suis docteur en sciences sociales et chercheur associé à la Sorbonne Université. Bonjour, Jean-Pierre Spano, chef de service oncologie médicale et coordonnateur du groupe Cancer 8 dédié au traitement des VIH et atteintes de cancer. Désolé, je suis immunologiste et je suis aussi à la SNRS et donc je participe à la révolution. Alors, bonjour. Alors, la règle du jeu, c'est qu'effectivement, on va poser des questions, mais évidemment, on pose des questions à nos panélistes. J'avais proposé à la BGS de commencer par un petit point, parce qu'évidemment, avant qu'on ait reçu, après qu'on ait reçu le colloque, il y a les nouvelles s'imposer. Donc, Khadija, dis-nous ce que vous imaginez là, avant qu'on nous pose des questions. Évidemment, c'est au cœur, parce que c'est une révolution en France. Qu'est-ce que vous imaginez pour la mise en place de la nouvelle recommandation collective, campagne de vaccination chez les 11 ans, anciens. Comment vous voyez les choses? Tout à fait. Merci de votre invitation d'échanger sur ce sujet. C'est vrai que la politique vaccinale du gouvernement en ce qui concerne l'HPV est une priorité. Preuve en est que dans ce qu'on appelle la PPJ, qui a les priorités, les programmes prioritaires du gouvernement, l'indicateur vaccination et l'indicateur couverture vaccinale HPV des garçons et des filles a été retenu pour le prochain quinquennat. Donc nous aurons à rendre des comptes, entre guillemets, chaque année sur cet indicateur. Et qu'effectivement, la politique vaccinale HPV, elle n'est pas comme ça suspendue en l'air, elle s'intègre dans une politique vaccinale globale qui commence, qui normalement s'appuie sur des fondations solides, et on a vu ces dernières années que les fondations de la vaccination ont été fragilisées, et donc on a dû faire face à une baisse de l'adhésion à la vaccination qui a été bien montrée tout à l'heure, et donc une baisse de couverture vaccinale et donc une résurgence des épidémies. Donc, effectivement, cette fragilisation a plusieurs causes. Il y en a plusieurs qui ont été d'ailleurs bien occultes. Il y a aussi la non-perception du risque infectieux. C'est un élément dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui est important dans l'esprit des gens, parce qu'on se vaccine aussi par rapport à quelque chose que l'on perçoit comme une menace. Or, on est tellement, entre guillemets, bien protégé par les vaccinations qu'en fait, cette notion de menace infectieuse disparaît de l'esprit des gens, et donc ils se vaccinent. Du coup, évidemment, nous avons donc mené une politique pour remettre aussi la vaccination au cœur de la place publique, parce que comme ça a été tout à fait indiqué, eh bien, il n'y avait pas forcément d'information audible des pouvoirs publics, des places laissées libres, peut-être aux anti-vaccinaux, et donc il s'agissait également de reprendre en main, d'où des études qui ont montré qu'effectivement le professionnel de santé était un des piliers de l'information, et que s'il ne recommandait pas, en particulier HPV, un collimateur aussi des professionnels de santé, il faut bien le savoir,
et également le recours à Internet ont permis par exemple de mettre en place le site de vaccination infoservice par Santé publique France pour justement avoir un site sur lequel les personnes pouvaient trouver l'information. Donc je ne reviendrai pas sur les autres possibilités qui vont s'ouvrir pour favoriser la vaccination HPV. Je pense bien sûr à l'extension des compétences des vaccinateurs, parce que avec la compétence de prescription des pharmaciens et avec la compétence de prescription des infirmiers, c'est quand même 700 000 effecteurs supplémentaires que nous allons pouvoir mettre en place pour faciliter la vaccination et donc bien sûr celle du HPV. Ces textes sont en cours, la compétence a été acquise via la loi de la Sécurité sociale 2023, et donc nous sommes en train de faire tourner les textes réglementaires qui sont actuellement soumis à la concertation des ordres, et on va procéder ensuite aux saisines des caisses, puis un passage à un conseil d'État, et normalement on pourrait mettre en place les textes pour les textes publiés avant l'été. Après il y a une formation, bien entendu, on prescrit, on a bien vu qu'il ne s'agit pas de recommander pour passer à l'acte, il faut expliquer les choses, et là, bien sûr, il y a des formations qui seront mises en place pour, si on souhaite acquérir cette compétence, bien sûr, ce n'est pas obligatoire. Alors, je reviens, parce que c'est votre sujet, sur l'annonce faite par le président de la République. Alors, c'est un sujet qui se finalise aujourd'hui, mais sachez que c'est aussi le fruit d'un travail sur des expérimentations, par exemple, qui ont été menées à la fois en Guyane, à la fois en région Grand Est, qui nous ont permis de défricher, de voir les leviers, de voir les freins, de voir le coût également pour ce type d'intervention, qui n'est pas négligeable. Et puis nous avons également, de manière récente, aidé à l'organisation d'une campagne de rattrapage de vaccination à Mayotte. Et Mayotte qui a un taux de couverture vaccinale HPV, pour le coup, catastrophique, parce que je ne suis pas sûre qu'on puisse, vu des courbes aussi de couverture vaccinale HPV qui sont quand même comme ça ces 2 dernières années, je ne suis pas sûre qu'on puisse dire que pour l'instant HPV est catastrophique en métropole, mais en tout cas ça l'est très clairement à Mayotte. Et dans la phase test que nous avions mise en place à Mayotte, se posait la question de savoir si on incluait HPV dans les collèges. Pourquoi? Parce que l'arrière-pensée des collègues, c'était de se dire, si on met HPV, ça risque de nous bousiller, entre guillemets, le rattrapage vaccinal des autres vaccinations. Et puis on s'est dit, c'est un test, donc testons. Et en fait, on a été très agréablement surpris parce que HPV a très bien fonctionné, il y a une très grosse demande et il n'y a pas de difficulté pour vacciner HPV dans le collège, dans une région où il faut mettre en place aussi toute une information et toute une pédagogie. Alors, et du coup, c'est quoi ces chiffres à peu près de vaccination? Mayotte, c'est moins de 10%. Oui, mais maintenant. Maintenant, je n'en parle pas un chiffre. Par contre, là, ils vaccinent quasiment 50% des origines. Donc là, ils ont dû se réapprovisionner. Enfin, ça a été une surprise et on est très content qu'après la phase expérimentale, bien sûr, on puisse vacciner à large échelle. Donc, ne pas craindre aussi de proposer cette vaccination. C'est un peu le message que je souhaite transmettre. Alors, le président de la République l'a annoncé, nous sommes en train d'organiser, et je vais vous donner les grands principes de cette campagne, mais je ne peux pas vous donner la chantelle, parce qu'elle n'est pas parfaite. Alors, c'est une vaccination qui va viser effectivement tous les collèges du territoire, donc métropole et outre-mer. C'est une vaccination qui va cibler donc, tous les collèges et tous les élèves des classes de 5e. C'est une vaccination qui est complémentaire de l'offre existante. J'insiste, il y a une offre libérale qui existe. En France, on a le choix de ce que l'on veut faire. C'est une offre complémentaire pour élargir l'accès, mais bien entendu, l'idée n'est pas de se substituer à ce qui fonctionne très bien, et on sait que les parents sont réticents aussi à faire vacciner leurs enfants lorsqu'ils ne sont pas là. Donc voilà, il y aura, c'est pour ça qu'on ne peut pas, on ne va pas viser 10% des collégiens. D'abord, il y en a qui ont déjà été vaccinés, et puis d'autres qui se feront vacciner dans un cadre habituel avec leur médecin. Cette vaccination sera bien entendu totalement prise en charge par l'État, ça il n'y a pas de sujet, quel que soit le statut vis-à-vis de l'assurance médicale obligatoire, que ce soit des AME, que ce soit des complémentaires santé solidaire, que ce soit des gens en France, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même qui n'ont rien
Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a évidemment les intervenir, donc c'est une vaccination totalement prise en charge par l'État. L'idée est de faire quelque chose qui se rapproche le plus possible du droit commun, donc de ne pas monter de choses absolument extraordinaires, parce que l'idée c'est quand même éventuellement de la reproposer chaque année. On partirait, entre guillemets, sur une vaccination annuelle. Donc, le pilotage régional sera à la main des ARS, en lien bien sûr avec les rectorats, sans qui rien n'est possible, on est d'accord. Donc, c'est tout à fait, il n'y a aucun problème là-dessus. Et sur le plan national, bien sûr, nous travaillons avec l'éducation nationale qui va nous aider à mettre en place cette vaccination, qui sera donc à la main des ARS en ce qui concerne, par exemple, le choix des effecteurs. Donc, elles auront à disposition les structures qu'elles connaissent déjà, évidemment, centres de vaccination, mais aussi structures qui ont une habilité à vacciner. Pourquoi pas recruter dans les CJ, pourquoi pas recruter dans les CLAC, par exemple, pour avoir de la ressource humaine, parce que, évidemment, c'est une vaccination qui est resserrée dans le temps, parce que l'idée est bien de faire 2 doses. Dans l'année scolaire, 2 doses. Ça veut dire qu'on n'a pas vraiment beaucoup de choix dans l'intervalle. Il faut commencer les vaccinations en septembre-octobre, novembre au maximum, pour pouvoir faire la 2e dose avant les départs avant juin. Donc voilà pour les grands principes. Évidemment, il y a une communication, on m'a posé la question, qui sera mise en œuvre essentiellement par l'INCa. Donc, voilà, vous êtes là pour éventuellement compléter, avec beaucoup de choses déjà qui étaient déjà prévues, parce que c'est une coïncidence, mais l'INCa, puisque nous avons également, ça c'est pour répondre à ce qui a été dit ce matin par M. Cohen, en fait, nous organisons à la DGS un comité de pilotage de communication HPV, en fait, que l'on fait avec nos collègues de l'INCa, nos collègues de l'assurance maladie, qui est aussi un grand donneur d'informations en santé envers ses publics et ses assurés, et donc, et avec la ESN également, avec l'SPF bien sûr, et donc en fait on se coordonne pour savoir qui dit quoi et quand. Donc chaque année, on se réunit à peu près 3 fois, et nous savons, mais c'était antérieur à l'annonce de M. Macron, que l'INCa avait de toute façon une campagne HPV qui était prévue à l'occasion de la SEV, Semaine européenne de la vaccination, que nous pilotons également en lien avec SPF et pour lesquels nous avons, il y a 2 ans, par exemple, souligné la thématique HPV pour lancer la vaccination des garçons. Donc il y a beaucoup de choses qui se font petit à petit parce que, comme l'a dit également Robert Cohen, c'est vraiment une stratégie complémentaire et multiple, mais pas une chose qui marche, c'est des choses complémentaires, des stratégies d'action multiples qui vont arriver à permettre un changement de comportement. Je crois que j'ai une question sur le consentement. Alors, très bien. Tout à fait. Merci de me rappeler que c'est le consentement. Alors, c'est un sujet important pour lequel nous sommes beaucoup sollicités. Alors, là, il va falloir être très clair pour cette première année, la loi et la loi. Bon, la loi dit que pour des vaccinations recommandées, les 2 parents, l'autorisation des 2 parents est nécessaire. Sauf si, évidemment, le parent restant les déclare sur l'honneur que l'autre parent n'est pas joignable, ou que l'autre parent ne peut pas donner son consentement, et il prendra à sa charge le consentement. Mais nous sommes d'accord que, pour l'instant, ce sont le consentement des 2 parents. Voilà. Ce n'est pas une vaccination recommandée. Il n'y a pas de, si vous voulez, c'est une vaccination recommandée. Oui, elle n'est pas obligatoire. Donc, elle ne tourne pas sur l'aménagement, entre guillemets, de l'autorisation d'un seul parent. Donc ça, c'est également, il est impossible de faire une annonce en début d'année. On a des médicaments. D'accord. Je suis désolée, c'est des choses tout à fait innocentes. Légalement, il est impossible de faire une annonce en début d'année par le collège, tout simplement. Une campagne de vaccination est lancée, votre enfant sera vacciné à telle date et telle date. Si nous allons vous donner des compléments d'information, si vous n'êtes pas d'accord, vous exprimez votre refus.
dans ce sens-là. Alors, non, en fait, ça c'est pas possible. Je vais vous dire pourquoi, parce que je pense que ça ne va pas passer sur le plan, si vous voulez, aujourd'hui on est dans le consentement des soins. Hein, on est pas du tout dans le cadre qu'il faut. Non, mais ça ne passe pas. En plus, il me semble que pour une première, si vous voulez, pour une première intervention à l'école, il faut quand même être prudent. Hein, c'est-à-dire qu'il faut le faire dans les meilleures conditions possibles. Il faut informer de manière claire les parents qui doivent consentir. C'est une vaccination dans un autre milieu. On ne va pas commencer à se mettre des difficultés pour dire qu'on va plus ou moins dire aux parents que voilà. Donc, ils ont à fournir une autorisation parentale, ils ont à fournir le carnet de santé. Bien sûr, c'est pour vérifier le statut, et bien entendu, ça se fait également avec l'accord de l'adolescent. Ça va de soi, on l'a dit, mais évidemment. Donc cette question de l'autorisation parentale, pour la changer, il faudrait changer la loi, qui ne dépend pas que du ministère de la Santé, et que derrière, il y a, si vous voulez, beaucoup de choses liées finalement à l'autorisation parentale pour la vie d'un mineur. Ce n'est pas que la vaccination, ça nous entraîne dans des considérations importantes qui vont au-delà de la vaccination. On ne pourra pas sur le plan juridique et légal faire une dérogation pour une vaccination qui n'est pas obligatoire, qui peut être faite, et j'insiste là-dessus, lorsque la personne est majeure, parce que c'est un rattrapage jusqu'à 18-19 ans, et que si un jour on étale en étant la recommandation jusqu'à l'âge de 30 ans, alors là on aura vraiment encore moins de billes pour le juriste, pour les juridiques, pour expliquer que c'est maintenant là tout de suite, et ils vont nous dire mais je ne sais pas tout ce que vous pouvez faire, voilà. Pour répondre à cette question de l'autorisation parentale. Allez-y. Oui, donc je voulais bien prendre la parole puisque finalement les médecins généralistes sont pour l'instant les principaux vaccinateurs, même si le taux de couverture est faible, mais on a moyennement. Et ça, c'est quand même une donnée par rapport à la situation, je reviendrai sur un nombre de points, c'est que, j'allais dire, depuis l'obligation vaccinale pour la première année de vie, et j'allais dire depuis la vaccination Covid, moi je ressens qu'il y a moins d'hésitation vaccinale sur l'HPV et qu'on est moins confronté aux antivax. Ça, c'est quand même une chose. La vaccination en 5e, je ne pense pas qu'elle va tout régler, mais elle a un point extrêmement positif, c'est que le bruit de fond et l'engagement des pouvoirs publics, parce qu'on a toujours dit ça, on l'avait dit à l'époque où on a bossé, quand la vaccination ne prenait pas, c'est qu'il n'y avait pas d'engagement des pouvoirs publics. Et donc ça, c'est aussi ça sera un ressenti et pour la population et pour les médecins que les pouvoirs publics s'engagent. Parce que, en fait, par rapport à ce qui a été présenté sur l'éducation, en fait, ce qu'on retrouve dans la littérature, donc on a aussi fait une enquête dans le cadre des HPV, qui sera prochainement publiée, on retrouve à peu près toujours les trois mêmes idées. Ça a été dit, c'est-à-dire que les gens ne connaissent pas le fléau des HPV. Et deux points forts qui sont la sécurité du vaccin, qui a été mis en avant un peu moins, mais quand même, puisque c'est quand même un des seuls vaccins qui a été accusé de tous les fléaux, il y en a de multiples. Et le troisième point qu'on rencontre vraiment en consultation, c'est l'idée que pour les parents, c'est un passeport sexuel. C'est-à-dire l'idée, mais le vaccin, quand on évoque le risque lié en égalité, c'est l'idée que si on fait vacciner sa fille à l'époque, eh bien c'est une autorisation à. Et ça, c'est un des points aussi on le retrouve dans la littérature et dans toutes les enquêtes. Et du coup, ce que moi j'ai constaté, qu'on a vu dans plusieurs thèses, c'est qu'entre le moment où on parle aux parents et aux jeunes filles, aux jeunes garçons maintenant, de la vaccination et le temps de la décision, il y a un certain temps. C'est pour ça que ça va être intéressant de voir ce qui se passe dans la proposition en 5e, parce que c'est pas sûr que les parents aillent faire vacciner, parce qu'ils ont besoin de réfléchir. Ils se disent, bon, au fond, 11 ans, auquel on parle par rapport, c'est pas tout de suite. L'intérêt, c'est qu'entre 11 ans et 14 ans, on voit bien, on commence à en parler à 11 ans, et ils font vacciner plutôt qu'après 7 ans. Donc, l'idée, j'ai deux phrases. Ah, d'accord. Et du coup, c'est pour ça que
l'idée qu'il y ait plusieurs acteurs, c'est important, parce qu'il y aura le moment où on l'aborde, et c'est pour ça aussi qu'il faut faire attention. La vaccination HPV, c'est pas que aller injecter un vaccin. C'est une discussion globale, et nous qui sommes les spécialistes de l'approche globale, c'est aussi une opportunité de parler des risques en général qu'on peut avoir à l'adolescence, qui ne sont pas que le HPV, qui sont les et je finis sur l'étude HPV dont on a fait. Il y avait plusieurs phases, une phase de diagnostic, une phase d'intervention. On a fait des vidéos de formation pour les médecins et il y a eu la création de ce qu'on appelle un outil de la décision, pour qu'en consultation, les médecins, avec les parents, avec les jeunes, puissent discuter et ensuite leur présenter l'outil, qu'ils puissent le consulter chez eux. Et probablement que ça a été très intéressant. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir en accès libre, et les vidéos de formation, et l'outil de la décision, pour que les médecins puissent l'utiliser parce qu'on a dit que c'est intéressant. Ah, on passe la parole à Roger. Justement sur ça, l'information médicale, c'est pas facile à HPV à apporter, c'est pour le futur. Vous en dites quoi? Ils sont à l'aise en général, mais quand on n'est pas tous à l'aise et n'en parle pas. Oui, alors de toute façon, comme ça a été montré sur les thèses, on sait depuis longtemps sur tous les vaccins, plus les vaccins sont convaincus, plus leurs patients. Donc c'est pour ça qu'on a créé des outils, qu'il faut mieux informer sur le risque, sur la sécurité, on insiste. Donc dans les outils de formation, on a fait ça, avec des choses assez didactiques et simples. Et c'est pour ça que, puisque ça existe, on se propose de le mettre au service de la collectivité. Et puis ensuite, vulgariser ça auprès de patients, y compris selon leur niveau socio-culturel, c'est pas si évident. Et c'est l'intérêt, parce que c'est vrai que pour nous, ça doit être ce qu'on appelle une décision partagée entre les appréhensions et les croyances des patients. C'est aussi les techniques de l'entretien motivationnel. Voilà, c'est tout ça qui entre dedans. C'est pour ça que la vaccination en général, c'est pas simple, mais c'est là encore moins. Et aussi, au moment du HPV, il faut regarder s'il n'y a pas un rattrapage nécessaire pour l'hépatite B, pour le méningocé. Voilà. Et donc c'est pour ça que, attention, quand même, jusqu'à la DGS, à ne pas limiter à aller juste nous faire du HPV, et l'intérêt de voir un professionnel qui connaît un peu mieux qu'un professionnel qui connaît un peu moins bien, c'est d'aborder tout ça. Juste pour compléter, effectivement, la création d'examens des 11-13 ans, qui a été, donc, ce sont des examens médicaux obligatoires des enfants qui ont été redéployés dans le cadre du programme de vaccination de santé publique dont je vous parlais, donc c'est vraiment un continuum d'action. C'est aussi pour que cette tranche d'âge, on puisse avoir une occasion de rattrapage HPV, notamment HPV. Donc il n'a pas été créé que pour HPV, mais il a vraiment été créé dans l'esprit de choper ces adolescents qui sinon ne vont pas. Donc c'est effectivement, en particulier avec l'extension des compétences, d'autres professionnels qui vont avoir, je dirais, une réflexion. Alors, que veut-on? Est-ce qu'on veut être stricto sensu sur la couverture vaccinale et de l'injection? Et donc là, on aura des effecteurs. Est-ce qu'on veut une vision plus globale de la prise en charge de l'adolescent? C'est une vraie question. Oui, merci. La sécurité, franchement, comme ça a été dit, tout a été invoqué, en particulier la sclérose en plaques, l'autisme, enfin, absolument n'importe quoi. Et tout a été démonté, c'est-à-dire qu'il y a eu des études de pharmacovigilance en France, dans le monde, pilotées par l'OMS. On a montré qu'il n'y avait pas un soupçon d'augmentation de maladies inflammatoires ou de maladies auto-immunes après la vaccination HPV. C'est un vaccin qui est extrêmement efficace et extrêmement sûr. Il n'y a pas beaucoup de vaccins, et c'est à peu près comme le vaccin HPV. Moi, je vais féliciter la décision du gouvernement de faire cette campagne. En même temps, c'est l'occasion qu'il ne va pas falloir rater. C'est-à-dire que c'est très très bien, ça montre que l'État s'engage, c'est vraiment formidable, mais je ne suis pas du tout négative, mais on a vu avec la Covid que quand on a voulu vacciner dans les collèges, moi je faisais partie du COS avec Alain, et on se dirait les choses, enfin, on se lamentait
qu'en juillet, il n'y avait toujours pas d'organisation de la campagne de vaccination qui devait avoir lieu en septembre à la rentrée. Et donc, j'ai deux questions. Pour vous, c'est est-ce que vraiment, pour pouvoir vacciner à la rentrée, vous êtes en situation que les ARS fassent le job et organisent les choses avant les grandes vacances? Et ma deuxième question, c'est la campagne d'information. Il n'y aura pas de vaccination s'il n'y a pas une campagne d'information. Et au grâce, on travaille aussi avec des sociologues et on est très très impliqués dans cette notion d'information et d'information claire et transparente basée sur des preuves. Et donc, le risque de sexualité débridée à cause de la vaccination HPV, on a les exemples des autres pays. On sait que dans les autres pays, les enfants ne sont pas mis à côté des uns des autres. Donc, il y a des données là-dessus. On sait qu'il n'y a pas eu d'explosion du VIH. Et est-ce qu'on peut communiquer là-dessus pour rassurer les parents? Alors, non, ta fille, ton fils, il ne va pas faire n'importe quoi. Et voilà, quel est le type de communication? Est-ce que l'ARS, les ARS vont être en mesure de faire le job avant l'été? Et quel est le type de communication? Pour rester dans le même sujet, de toute façon, à ce que vous répondiez en juillet, en pratique, parce que c'est vraiment la question que se posent les médecins, en pratique, dans votre planification, quel objectif vous êtes-vous fixé de participation sur les 5 prochaines années pour la campagne scolaire? Alors, pour les 5 prochaines années, je ne sais pas, mais en tout cas pour l'année prochaine, on s'est inspiré des expérimentations qui ont mis en place donc, l'intervention HPV en milieu scolaire et nous visons 20 à 30% des collégiens. On va répondre à des questions pour la première année. Vous attendez 30% de on voudrait, c'est notre objectif. 20 à 30%. 30%, c'est top, si c'est 20%. Mais en dehors de l'AIOT qui a vraiment élu là, c'était vraiment très. Je pense que vraiment là, il y a aussi un tissu, comment dire, de ressources médicales qui est très faible. Donc il y a vraiment une occasion à l'école, pour le coup, de se substituer, ce qui n'est pas le cas dans les métropoles et dans les autres territoires. Voilà, c'est ce qu'on tire des expérimentations, elles servent à ça. Donc on a cet objectif qu'on espère tenir. Non, mais on n'a pas de question. Alors, je réponds encore à madame. Oui, là, je sais la question, là. Pour ce qui est de effectivement, vous avez raison, c'est à ne pas rater. Après, il y a des choses qui ne sont pas. On va tout faire. Pour que ce soit opérationnel en septembre. C'est-à-dire, d'abord, on a déjà réuni les directeurs de santé publique des ARS, on a réuni les ARS pour expliquer les grandes lignes, on a bien sûr des contacts avec l'éducation nationale et avec la DGESCO, donc la Direction générale de l'enseignement scolaire, pour se mettre via un accord cadre, qui va donc des engagements à prendre des deux côtés, donc il faut aussi que l'éducation nationale fasse le job, mais d'accord pour le faire, mais ça noir sur blanc, j'ai envie de dire. Il y a une instruction qui va partir donc, en avril, une instruction co-signée ARS Éducation nationale, parce qu'on veut double portée, ça c'est très important. Et puis bien sûr, il y a un amendement, tout ça c'est des sous. Et les sous, il faut les débloquer, et donc il y a un amendement de ce qu'on appelle le FIR, le Fonds d'intervention régional, qui va permettre la commande des vaccins pour les centres de vaccination, en l'occurrence, puissent les commander. Il y a dans cette instruction de rapprendre qui va là, faire déjà un premier jet, pour tout vous dire. Et donc c'est vraiment en cours et on voudrait qu'effectivement tout ça soit bouclé, en tout cas les instructions soient bouclées pour l'année à venir. Bon. Puis après les ARS peuvent aussi faire les rectorats peuvent fournir la liste des collèges, les effectifs à calculer, les commandes à passer, tout ça c'est aussi du temps, voilà, mais on va tout faire. Voilà, pour remplir la commande, entre guillemets. On a parlé des médecins, mais l'éducation nationale, on ne les entend pas souvent dans les débats, ils sont à fond. Ah bah là, oui, ils sont à fond, j'ai envie de dire. Non, bien sûr. Oui, d'abord, dans la vue, non, je pense que quand même il y a une demande forte qui vient vraiment là.
plus haut, on va dire, ils sont tout à fait... non, dès lors qu'on ne leur demande pas de mettre en jeu leurs ressources humaines, ils n'ont pas de médecine scolaire, ils n'ont pas de médecine scolaire. On ne peut pas leur demander de faire des choses qu'on ne peut pas faire. Mais dès lors que ça c'est la santé qui fait, on veut, voilà, tout à fait, on veut qu'ils nous ouvrent les portes, ils poursuivent, ils ont 2-3 petites choses à faire quand même, je pense à... La discussion approfondie, tout ça est très bien développé dans cette analyse, je trouve assez intéressant. Enfin, ceux-là en parleront sûrement mieux, mais je pense qu'il faut réserver effectivement le côté informatif, facultatif, entre guillemets, et motivationnel face à des parents dont on sait que d'emblée, ils vont être réticents et ils vont avoir des questions. Enfin, je sais pas si tu veux... Oui, Sauf que... On crée parfois... Je pense qu'on ne va pas rentrer dans des petits détails, mais je pense que les parents qui font suivre leurs enfants adolescents chez le pédiatre ont probablement un profil sociologique différent de ceux qui viennent dans les cabinets généraux, les centres de santé, voilà. Donc je pense qu'il y a quand même une approche un peu différente, que même souvent d'ailleurs les ados viennent seuls à 11 ans, au certif, au machin, à 12 ans. Et il y a quand même à la fois des questions, et puis il y a une préoccupation de beaucoup de généralistes, qui est cette nécessité d'expliquer avantages et de parler. Non, mais je veux dire, ça c'est... Le font-ils pour des oui, éventuellement, il y a l'idée pour ça comme pour autre chose, c'est une approche par rapport à la médecine qui aujourd'hui est très ancrée parmi les généralistes, et je pense que nous avons raison, ce qu'on appelle l'approche du patient, qui est aussi de pouvoir entendre ce que disent les patients. On a eu souvent ce débat avec Daniel Bibol au comité d'éthique des vaccinations, qui disait effectivement l'idée c'est de vous vacciner et puis basta. Non, c'est pas pour vacciner, basta. C'est pas ça. Non, on dit ce qu'il y a. La formulation. Non, mais il y a une part. Moi, je fais la même chose de dire le prochain vaccin. Voilà, vous avez dit, il y aura à tel âge, à tel ou tel vaccin. Un point, puisque j'ai le micro et qu'on avait évoqué en aparté, ça serait l'importance d'avoir, je dis ça à la DGS, on en a déjà parlé, l'importance d'avoir des vaccins dans les frigos des médecins. Et ça, ça fait longtemps parce que l'autre élément, c'est profiter de l'opportunité de la consultation pour vacciner. Et là, on a encore moins de temps d'hésitation. Mais on a eu un blocus majeur des pharmaciens pour empêcher les médecins généralistes d'avoir à disposition des stocks de vaccins. Et ça, c'est un élément de frein à une meilleure couverture vaccinale. Donc, c'est aussi un élément où il faudrait faire bouger. C'est ce qui marche en Angleterre. Et même dans les services. Tous les GP en Angleterre ont un frigo plein de vaccins. Et c'est circuit court, on propose et on vaccine. Pourquoi ça bloque alors? Non, mais. Bah, en tout cas, il y a une loi qui fait que c'est pas Comment est-ce qu'on peut améliorer ça? Je voudrais revenir sur la communication. Il a été dit tout à l'heure les barrières religieuses, il y a aussi les barrières de niveau social et de niveau économique. On sait que pour la vaccination HPV, c'est quand même des enfants des familles 16 et plus qui sont vaccinés. Et donc la communication, c'est aussi des sociologues qui apprennent ça, la communication, elle doit être faite par des gens issus des milieux qui ont du mal à vacciner. Donc il faut que les milieux religieux qui vont être opposants, les milieux défavorisés, participent à l'élaboration des campagnes de vaccination. Sinon, on développe des messages qui tombent à côté de la plaque. Il y a un gros travail pour le casse. Là, c'est une grosse campagne. C'est les filles, les garçons, blanc, non, exactement. Moi, je me vaccine, etc. Ça tout ce temps-là, au niveau du collectif Demain sans HPV, notre proposition, c'était justement d'essayer de se dire, cette journée, on a parlé de HPV, c'est super, il y a plein de choses qui bougent, on est ravis de voir tous ces mouvements, mais ressortir avec une action concrète, donc monter une forme de manifeste qui sera un peu la suite de l'appel des 50 il y a 4 ans, pour être en conseil
définies qui nous permettraient d'atterrir sur une communication commune et partagée. Parce que ce qui est vraiment compliqué au niveau du taux de conversion de la vaccination, c'est d'avoir des messages différents. Et tant qu'on aura des messages différents, on aura du mal à convaincre la population qui est vaccinée. Donc comment sortir de là? Nous, au niveau des collections, on a une proposition, mais voilà, on aimerait qu'elle soit partagée parce qu'on est convaincus qu'on sera plus fort ensemble. Non, mais les messages, d'une manière générale, sont assez concordants. Et il y a évidemment des initiatives variées. Elles sont issues de différentes sociétés savantes, elles sont issues de la société civile, des associations. Tous ces messages vont dans le même sens. Il y a deux leviers qui sont entre les mains du politique. Il y a deux leviers. Le premier, c'est la mise en œuvre des programmes, et ça, c'est pas facile, parce que en France, on a démarré par les programmes de dépistage, on n'est pas dans cette culture à l'anglaise ou les pays nordiques, donc c'est pas facile la mise en œuvre. Et deux, il y a un indicateur à se mettre en planification, c'est le taux de couverture vaccinale sur les années à venir. Nous sommes à 35-37% pour les aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait dire que dans 3 ans, on serait à 55%? C'est un objectif. Nous sommes à 6% pour les garçons. Est-ce qu'on pourrait dire qu'en 3 ans, on sera à 30%? C'est un objectif. Merci. Alors, juste peut-être pour rebondir par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure et pour être rassurant, sur les médecines complémentaires et les religieux, évidemment, c'est le facteur que j'ai abordé dans mes travaux, ça ne ressort pas comme un facteur significatif. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Après, j'ai une mini-question, monsieur. Deuxième rang, pour la DGS, pour la mise en œuvre, justement, la mise en œuvre de la vaccination au niveau scolaire, alors je ne me mets pas dans un scénario catastrophe, mais par rapport à ce qu'on apprend dans la littérature sur des expériences, je crois, en Irlande ou au Danemark, mettons, on a un cas de malaise vagal, on commence à avoir des histoires dès qu'on essaie de vacciner à l'école. Comment on anticipe, en fait, comment on gère ce début de crise qui va simplement parce que il y a quelqu'un qui s'est manifesté et que ça commence à créer de la panique. Je n'invente pas ça, hein, c'est vraiment des cas qu'on a eu dans d'autres pays. Donc est-ce qu'il y a comment dirais-je, on anticipe une communication là-dessus? Comment ça va être géré? Enfin, si malheureusement on doit faire face à ça, qu'est-ce qui peut être proposé pour essayer de calmer le jeu avant que ça prenne une ampleur incroyable? Merci. Il me semble que ça sera sûrement du ressort des centres de vaccination et des vaccinateurs. Hein. Les centres de vaccination, pour parler d'eux, mais d'autres l'ont fait, se sont déjà déplacés dans les écoles pour vacciner, et n'oublions pas. Même de manière récente, parce que par exemple, il y a des épidémies qui doivent faire des campagnes de vaccination méningo, par exemple, ils y vont et ils doivent faire face probablement à ce que vous décrivez. Donc je crois qu'il y a quand même aussi un savoir-faire régional et local qui sera maîtrisé à ce moment-là. En tout cas, sur le plan national, on ne pourra pas anticiper tous les cas de figure dans les régions. Là, je crois qu'il faut aussi faire confiance à ceux qui ont déjà cette expertise. Hein. Je crois que c'est important. C'est juste C'est des propositions même, et avec des gens habilités à le faire. Hein. On a l'habitude de vacciner, ils savent comment gérer, rassurer les adolescents, j'imagine un point, il y aura sûrement des points réguliers au collège à la fin de la semaine pour voir comment ça s'est passé. Enfin, voilà, j'imagine que les ARS avec les centres de vaccination vont organiser tout ça. Oui, bonjour, merci beaucoup du coup, pour cet échange. Marc-Antoine Martelly pour l'association ACT UP. Moi, ce que j'entends par la DGS, c'est en gros, on veut vacciner des jeunes. Alors, dans la presse, on a eu un chiffre qui n'a pas été dit jusqu'à présent, qui est de 800 000 jeunes à vacciner par an. C'est une cible qui a été publiée dans la presse après l'annonce d'Emmanuel Macron. Donc, si on identifie déjà une cible, quand on voit la dégringolade et la déstructuration des infirmeries scolaires, par exemple, et les personnes qui interviennent dans les établissements scolaires,
comment on va permettre cette mise en place de la vaccination dans les établissements. Déjà, il y a une question logistique et opérationnelle de la vaccination dans tous les établissements, parce qu'il ne faudra pas que ce soit une vaccination réservée dans des établissements scolaires de grandes villes, de métropoles, et puis on oublie les territoires ultramarins. Ça, c'est quelque chose qu'on voit à chaque fois. Donc déjà, comment on pense la logistique, comment on pense ce maillage territorial. Et puis il y a une deuxième chose, vous avez dit tout à l'heure que votre champ d'action c'était uniquement le HPV. On voit aujourd'hui qu'il y a 3 associations qui portent plainte contre l'État par rapport aux cours d'éducation à la sexualité qui ne sont pas mis en place dans les établissements. 67% des jeunes de moins de 15 ans estiment n'avoir jamais eu de cours d'éducation à la sexualité dans les collèges et les lycées. Donc, imaginez une vaccination si les jeunes n'ont pas d'informations. Enfin, je suis assez long, mais c'est quelque chose de très complet en fait. On ne peut pas imaginer la vaccination si les jeunes ne sont pas informés. On le voit sur le VIH, sur les IST, c'est une catastrophe. Les jeunes sont de moins en moins bien informés. Donc il faut penser, il y a une logique à avoir dans tout ça. Oui, alors je vais répondre à votre deuxième point qui est ce que j'ai pu dire sur la vaccination. Je n'ai pas dit que la DGS ne s'occupait que de l'HPV. J'ai juste dit que moi, mon champ personnel dans mon bureau, on est essentiellement sur la promotion de la vaccination et qu'effectivement, les sujets liés à tout ce qui peut se passer en éducation, à la santé, à l'école, relèvent des bureaux d'à côté. C'est juste ça que j'ai dit. Donc, voilà, DGS s'occupe de l'ensemble des... Je voulais juste rectifier ça. Sur le deuxième point qui est les 800 000. Les 800 000, c'est de la classe d'âge. Ce n'est pas l'objectif, c'est pas l'objectif de vaccination à l'école, puisque un certain nombre de ces enfants, heureusement, sont vaccinés par ailleurs, avec un taux de vaccination qui monte. Voilà, qu'est-ce qu'il est? Je pense qu'on part de très bas, ça c'est clair, mais j'attire quand même aussi votre attention sur la dynamique très positive de la vaccination HPV ces 2 dernières années. Alors, effectivement, par le bas, je suis d'accord, ça a été pas bon, il y a eu beaucoup de difficultés, comme l'a rappelé Robert Cohen, en 2009, là, ça a été une catastrophe. En 2010, la SEP, le Guillain-Barré, ça a complètement ratiboisé HPV, et les enquêtes d'adhésion des professionnels de santé est très défavorable à l'HPV. Donc, effectivement, il a fallu reconstruire, et j'en profite d'ailleurs pour dire que HPV, nous, la vaccination HPV, et je l'ai dit au départ, elle est incluse dans un programme national de vaccination qui englobe HPV et qui n'est pas spécifique d'HPV. Et les actions que nous faisons préparent en fait les actions qui vont servir à d'autres vaccinations. Lorsque nous avons mis la vaccination obligatoire des nourrissons, par effet indirect, il y a eu beaucoup de choses qui se sont mises en place pour justement expliquer, beaucoup de ressources, beaucoup d'interventions, la sollicitation de toutes les parties prenantes, etc. Et de fait, ça a embarqué des vaccinations non obligatoires comme HPV et même HPV, qui aussi partage un peu la lanterne rouge de l'adhésion. Donc, cette vaccination HPV, elle est bien incluse dans un programme national qui se construit petit à petit. Et si aujourd'hui on est en capacité de proposer une intervention à l'école, c'est aussi on a mis en place, on a semé en quelque sorte un terreau qui nous permet de, par exemple, de chiffrer combien ça coûte. D'avoir une estimation, donc on est sur près de 20%, si on peut avoir 30%, c'est bien. Voilà, c'est ce que je voulais Je voulais juste particulier, je travaille à la RS Nouvelle-Aquitaine et je voulais juste vous partager ce qu'on est en train de développer dans la RS Nouvelle-Aquitaine pour répondre à la demande du ministère. Et bien évidemment que la préoccupation de savoir qui va aller vacciner dans les écoles est la préoccupation première, mais pas que celle-là, parce que nous on va travailler main dans la main avec tous les professionnels libéraux et ça depuis le départ de notre... On va parler des variants que je vous ai fait. Pour l'association Imagine pour le collectif Demain sans HPV, il y a la semaine de la vaccination en avril qui arrive. C'est peut-être l'occasion de communiquer de façon massive sur l'HPV et puis, comme Laure l'a proposé, de sortir de cette réunion très intéressante, peut-être un manifeste, quelque chose qui montre que toutes les sociétés savantes, les ordres de médecins, les associations de patients,
la société civile sont d'accord sur des éléments de langage, sur une information coordonnée qui pourrait être diffusée au moment de la semaine de la vaccination pour faire bouger les lignes et rassurer et permettre l'adhésion dans cette vaccination dans les collèges. Ok, ben voilà. Oui, juste d'abord, par rapport à ce qu'a dit l'association, il y a un truc important, je pense qu'il y a en effet une souplesse de crainte maladie en ce moment de parler de sexualité avec les collèges. Je ne sais pas si ça va être. Moi, je suis partie de votre génération, j'avais des cours d'éducation sexuelle à l'école et personne n'était choqué. Pourtant, j'étais dans une institution catholique à l'époque, je crois, en 3e. Et il n'y avait aucun souci et il n'y avait pas cette peur maladive qu'ont les autorités en ce moment de parler de sexualité, je trouve. Ça rejoint un peu la crainte du religieux. Nous, on s'occupe de dépistage. Les mauvais taux de dépistage, c'est dans les mauvais en région parisienne, ce sont les banlieues, et puis le milieu très rural. Et puis les quartiers très favorisés. Les quartiers très favorisés se dépistent très peu. On va s'intéresser aux autres. Quand on va aborder le sujet du cancer du col, on ne présente pas comme un problème de maladie sexuelle, c'est un problème de cancer. Et donc on parle de cancer, et on parle d'outils pour éviter le cancer. Je peux vous assurer qu'on n'a aucune barrière religieuse. Et même que les institutions religieuses locales, en dehors des catholiques, des fois on posait des problèmes il y a quelques années, mais maintenant on n'a aucun souci avec ça. Mais vraiment, j'ai l'impression qu'on se met nous-mêmes des barrières en disant on ne peut pas parler, on va dire clairement les choses, on ne peut pas parler à des immigrés de choses de cancer gynécologique, on ne peut pas parler à des immigrés de virus sexuellement transmissibles, mais je me demande si ce n'est pas du fantasme un peu de beau quartier. Et que quand on parle, non mais vraiment, et quand on parle dans les cités de... Nous, on va faire de la démonstration de tests colorectal. Je sais que j'en ai discuté tout à l'heure, que je n'explique pas faire un temps. On va dans les foyers immigrés qui sont devenus maintenant des maisons de retraite, petit à petit, et on a des taux de couverture de 80%. Voilà, parce qu'on arrive à les... Enfin, on leur parle normalement, ça se passe très bien. Et donc, je pense qu'il faut un peu parler des choses normalement. On a un projet, par exemple, européen qui s'appelle Big Screen, qui parle des milieux très défavorisés, et notamment, on travaille avec des associations de femmes subsahariennes. Moi, j'ai appris plein de trucs sur la sexualité de femmes subsahariennes, vraiment, mais j'imagine même pas en termes de détection de vagin, par exemple. Et on n'a aucun problème pour leur parler ni de frottis, ni de vaccination. Donc parlons-en, je pense, un peu plus simplement. Merci. Aussi, en haut là-bas. Oui, il y avait en haut là-bas. Ah, vous voulez monter, c'est pas grave, ça m'a pas mal. Quelle représentation Hors collège, ce sera remboursé ou pas? Hors collège, en dehors de 100%, remboursement de 100% hors collège. Non. Non, pour l'instant, excusez-moi, c'est une intervention à l'école, c'est une campagne spécifique à l'école, elle est menée à l'école, elle ne dérange pas, ce n'est pas une campagne de 100% vaccination non, on a aussi pour l'instant la délégation, en tout cas, la vaccination en pharmacien, sage-femme, ça va au-delà de l'école quand même, le projet global. Pour l'instant, oui, mais ça c'est le programme, c'est pas, là on parlait, moi je vous parle de l'intervention à l'école. Après, effectivement, il y a d'autres choses qui vont arriver, mais la question de la prise en charge à 100% du vaccin HPV, en dehors d'interventions de campagne menées par l'État, pour l'instant, la connaissance n'est pas à l'ordre du jour. Cependant, et puisque vous êtes là, c'est bien, nous avons, vous savez qu'en ce moment, il y a des assises de la pédiatrie et de l'enfant. Bon. Nous portons des choses. Bon. Donc, on espère qu'elles seront suivies. Nous aimerions, voilà, et nous, on n'a pas trop d'être humains, on a bien besoin. Il y a l'être humain, des gens, des GS. Donc, ça fait partie des propositions que l'on peut faire aux assises de la pédiatrie. Et donc, soutenir. Je veux dire, voilà, c'est l'occasion. Bonjour. J'interviens pour l'association Aide. Et il y a un sujet qu'on a peut-être peu abordé encore aujourd'hui et que j'aimerais bien mettre sur la table, c'est la question
l'extension de l'âge de vaccination pour les HSH et pour les personnes qui vivent avec le VIH. Parce qu'aujourd'hui, on a plusieurs études qui nous montrent que ce sont des personnes particulièrement vulnérables au cancer anneau et au cancer par le HPV. Et quand on voit que dans d'autres pays, notamment au Royaume-Uni, pour les HSH depuis 2019, les recommandations pour la vaccination des HSH jusqu'à 45 ans, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui, notamment les experts, pour recommander en fait une extension de l'âge de rattrapage des HSH et des personnes vivant avec le VIH? En fait, c'est un avis d'expertise de la HAS, en fait, qui devrait pouvoir se prononcer sur cette question. Nous, c'est notre relève de la HAS, c'est en fait le comité technique de vaccination de la HAS, c'est notre instance d'expertise. Donc, tout le monde peut saisir l'autorité de santé sur les invitations, sur les extensions d'invitations. Il y a un rapport d'expert de Ah bah alors, voilà, il y a un rapport d'expert qui est en cours de la HAS. Ça oui, le rapport VIH, IST, hépatite. Alors ça c'est pas... Non, mais l'extension de l'âge de la vaccination, c'est abordé dans le rapport d'expert. Donc peut-être qu'avec le rapport d'expert, il y aura des arguments pour éventuellement saisir la HAS en s'exprimant sur cette question. Vous avez des infos justement par rapport à ça, par rapport au rapport d'expert? Il n'est pas encore sorti. On l'attend tous comme le Messie. Ça fait pas des mois qu'on l'attend. Moi, je vous propose, on a discuté très bien de la vaccination avant qu'on close ce débat. J'aimerais qu'on aborde la question du dépistage. Et on fait vite. Juste un mot. Effectivement, on ne peut pas clôturer cette table ronde sans parler de dépistage. Je rappelle que sur les 40 prochaines années, les femmes et les hommes qui sont concernés par le cancer sont évidemment majoritaires. C'est la problématique des hommes et des femmes pour les 40 prochaines années. Ils ne sont pas protégés. La question du dépistage, elle est quand même cruciale. Je me permets de vous le dire, c'est vrai que des efforts considérables ont été faits. Là aussi, il faut les mettre en œuvre. On est en période de transition, c'est pas facile. Mais il y a encore une dichotomie entre les structures institutionnelles qui s'occupent de vaccination et celles qui s'occupent de dépistage. J'ai le sentiment que ça ne communique pas beaucoup, que les personnes concernées sont différentes et corrigez-moi si je me trompe. Je ne vois pas émerger, même dans la communication, une vision globale qui est destinée à accélérer la prévention du cancer. Vision globale, en tenant compte des 40 prochaines années pour ces hommes et ces femmes qui ne sont pas vaccinés. En d'autres termes, en fait, finalement, si on reprend la thématique de ce colloque, accélérer la prévention des cancers, c'est vacciner. Alors bon, Camilla Chemina nous a dit que c'était que la campagne de vaccination. Mais c'est vrai que pour ça, il y a vacciner ceux qui ne sont pas encore, il y a rattraper, on n'a pas beaucoup, mais cette histoire, les 19 ans, les 26, c'est quand même une cacophonie, les garçons, les filles. Allons, un peu plus clair, s'il y a les deux sexes qui sont vaccinés, ça va diminuer la balance sexuelle et porter sur les épaules féminines. Et donc le dépistage. Et finalement, la communication, c'est quoi ce HPV, les stratégies, voilà ce qui fait un peu dépister, il y a des solutions, c'est pas des personnes qui courent, moi je suis d'accord avec vous, on ne peut pas désolidariser. Mais ça ne va pas. Ça ne va pas, en particulier, excusez-moi de vous interrompre, mais dans la stratégie décennale cancer, effectivement, on a bien les deux versants du dépistage et de la vaccination dans les objectifs. Donc, c'est porté. J'ai le sentiment que ça. Mais il faut faire très attention qu'on ne fasse pas comme il y a 20 ans, quand on a parlé de la vaccination contre le cancer du col, qui était déjà une mauvaise communication, que du coup on délaisse le dépistage.
D'accord. Alors là, c'est vrai que bon, c'est l'Institut national du cancer, mais je rebondis sur ce que dit Joseph. Il y a des dépistages du col, il n'y a pas que des dépistages du col. Et on connaît aussi des problématiques aujourd'hui, des dépistages, des lésions précancéreuses du canal anal. Vous en avez parlé aujourd'hui, et en particulier chez les personnes vivant effectivement avec le VIH. Donc, bon, là, je me tourne vers toi. Là, c'est un cas. Alors, c'est un cas, et il ne faudrait pas oublier non plus la recherche dans cet aspect, parce que là, on a discuté beaucoup de vaccination, de prévention, et de dépistage, et de la recherche aussi dans le dépistage. On a vu quelques outils, applications ou autres, qui sont... Et en fait, c'est un champ qui est vraiment actif. En fait, en France, c'est une vraie question. Il y a un appel d'offres des biologies des lésions prénoplasiques par exemple au cancer. On a dû recevoir cette année 23 candidatures. C'est insignifiant. Donc il y a un... Alors, je ne sais pas, soit ils ont beaucoup d'argent ailleurs, ça c'est une hypothèse optimiste, je n'en suis pas sûr. Je pense qu'il manque peut-être d'acteurs impliqués sur les recherches et sur l'engagement. Mon message, c'est surtout qu'on ne peut pas dissocier l'évolution vers un dépistage efficace, puisqu'on a bien vu en compréhension encore très partielle de l'évolution de ces ménoplasties, à quel point il faut être invasif, sur comment on va cibler, comment on va screener vraiment les populations, les lésions qui sont pour lesquelles on va agir, et puis un effort de recherche qui n'est pas si important que ça. En tout cas, on ne peut pas mettre en regard un défaut de financement, puisque là, il y a un financement qui est apporté, mais qui n'est pas utilisé. Il y a peut-être aussi un manque de professionnels, parce que pour les lésions pédopathiques du canal anal, comme tu le sais, on manque aujourd'hui de proctologues. Et donc, du coup, au-delà des essais de recherche, il faut aussi des personnes sur le terrain. Mais finalement, avant de passer la parole, globaliser à nouveau la communication sur HPV, un virus très méconnu, un peu complexe, relancer effectivement la prévention primaire, mais aussi tous les thèmes de dépistage, de repérage, en montrant ce qu'on peut faire largement avant et qu'on a des années. C'est important. Pour moi, c'est une relance assez globale de HPV, même si, là, dans les écoles, c'est les écoles. Allez-y. Merci de m'avoir passé la parole. Je suis Jean-Paul Guéhin, médiateur de santé et président de l'association Jeunesse du Monde en Action. C'est une association que j'ai mise sur pied, fort de mon expérience de 30 ans dans la lutte contre la pandémie du VIH et des cancers. Alors je vous ai écouté depuis ce matin et j'ai personnellement constaté qu'il y avait des freins au niveau des idées reçues, il y avait des doutes qui persistaient chez les cliniciens que vous êtes, et vous savez bien que les jeunes sont un maillon essentiel dans la prévention de ces cancers pour lesquels nous sommes réunis ici. Donc moi je voulais tout simplement lancer un appel, je ne sais pas s'il y a des représentants du ministère de la Santé ici sur place, afin que nous puissions nous retrouver dans le cadre d'une concertation où chacun devrait prendre ses responsabilités, puisqu'un médiateur de santé est un trait d'union entre la communauté des chercheurs et la communauté elle-même. Donc il serait pour moi judicieux de se retrouver dans une concertation où nous devons prendre nos responsabilités pour mobiliser les jeunes à l'occasion d'événements majeurs, pour les sensibiliser. Donc moi je suis ouvert pour tous ceux qui veulent bien se frotter à nous, pour que nous puissions mettre sur pied ce plan d'action-là. Merci. Parce qu'effectivement, on a parlé de famille de dépistage et d'élargir le dépistage, mais pour faire le dépistage, il faut aussi qu'on ait une vraie communication, on en parlait il y a quelques minutes, et une notion de risque. Et je pense que communiquer sur le HPV, ça va permettre d'améliorer la responsabilité des gens qui sont censés être concernés, mais également les personnes qui sont touchées par la maladie, parce que ça on n'en parle pas, mais faire face à un cancer, c'est quelque chose de très compliqué, mais faire face à un cancer de la zone intime, ça l'est encore plus. Et ne pas parler de ce sujet, c'est faire porter ce poids sur les épaules de personnes qui doivent déjà faire face à la maladie, et ils n'arrivent pas à assumer cette maladie, donc ils n'arrivent pas à se guérir. Donc c'est essentiel d'avoir un plan de communication qui soit effectivement en priorité sur la vaccination, mais qui
s'arrête pas là et qui aille au-delà pour qu'on puisse parler à tout âge de la maladie. Et en concluant juste sur le dépistage, parce que je suis la présidente de l'association Imagine Cancer Gynécologie, est-ce que vous avez, madame, une date d'arrêté pour la mise en place effective des auto-prélèvements pour le dépistage du cancer du col, puisqu'on l'attend. Et quand on était au ministère au mois de décembre, on nous a dit que c'était déjà fait, on attend toujours l'arrêté. Donc, avez-vous une date? Écoutez, je vais demander à mes collègues, parce que là, je peux prendre le point, effectivement, et puis je suis désolée, hein, il n'y a pas de problème. Je sais bien que c'est pas vous. Non, mais attendez, je peux quand même faire le... Oui, je vais demander juste aux collègues d'à côté, en fait. C'est ça. Le bureau d'à côté, il n'y a pas de souci. L'arrêté on en a parlé ce matin, l'extension du dépistage chez les femmes concernées qui n'ont pas pu être actives. Oui, un mot sur le dépistage. Je voulais attirer votre attention sur le fait que maintenant la recommandation est de faire un prélèvement tous les 5 ans. Le risque, je vais pas prendre la recours, mais disons en espace, le risque, c'est dans la mesure où le mode de consommation de soins des populations les plus jeunes, souvent, c'est de plus en plus de faire du soin non programmé, de ne pas être dans la continuité des soins. Donc il y a un vrai risque de ne pas avoir le rendez-vous nécessaire. Donc je pense qu'il y a un acteur qui doit être au centre aussi, c'est la CNAM, avec pour les médecins des listes comme on avait les patients pas vaccinés, les patients qui n'ont pas eu leur dépistage du cancer du côlon. Je pense qu'il faut qu'on ait à période régulière les patients qui sont éligibles dans l'année, par exemple, pour pouvoir y avoir des reminders, voire des reminders aux patients aussi. Je crois que c'est important, parce que c'est aussi cette notion maintenant de médecine populationnelle sur lequel, parce qu'en fait, on est quand même dans une contradiction. On soigne l'individu, on fait de la santé publique, mais on n'est pas encore passé à la dimension médecine populationnelle, responsabilité des filles actives. Et c'est aussi un élément important pour avoir des bons taux de couverture pour le dépistage. Il y a des centres de fusion, c'est la mission. Les centres de fusion, c'est la mission. C'est leur travail. Non, mais cette journée a montré vraiment l'importance du maillage. Encore une fois, les politiques, les chercheurs, les médecins, puis les patients. Alors moi, je vais donner la parole à Marie Vertu qui est très active aussi pour prendre la parole en tant que patiente. Il y a vraiment un souci, et vous l'avez tous et toutes dit, c'est-à-dire cette problématique de la désexualisation finalement de cette maladie. On parle de cancer, mais on ne parle pas de sexualité en fait. D'accord, on met une transmission par la sexualité, mais désexualisons un peu ça, et puis déculpabilisons aussi. C'est pas de chance, c'est pas facile, c'est pas simple, c'est dans des endroits où on ne dit pas bonjour, j'ai un cancer, voilà. Alors c'est difficile parce qu'en plus ça se voit pas. Donc c'est très compliqué. Donc je ne sais pas, on est ici. Bon, un témoignage rapide de mon histoire personnelle. Je me retrouve complètement dans les propos de madame. Effectivement, à 50 ans passés, j'ai été dépisté d'un cancer dû au HPV dans la zone ORL. Et effectivement, ça soulève tout un tas de questions vis-à-vis de son propre entourage, notamment sur effectivement une sorte de culpabilité dont on doit se débarrasser assez rapidement. Je n'ai pas du tout dans mes partenaires multiples. J'ai dû vivre ça, pas de manière facile. Bon, bref, grâce à l'hôpital Pompidou, j'en suis sorti. Ça fait bientôt 5 ans. Et depuis, je n'ai de cesse, effectivement, dans mon entourage, d'expliquer, d'inviter les jeunes parents à la vaccination de leurs enfants. Et on se heurte, une réalité, le HPV, ça parle peu de personnes. Alors, de plus en plus, en 5 ans, j'ai eu mais vraiment peu de personnes. Et puis, on pense effectivement des préjugés idiots, on pense aux filles, il faut vacciner les filles, pas les garçons. Ma petite contribution
ce sujet-là, c'est d'expliquer à quelques gens que je croise qu'il faut vacciner les enfants. Bravo. Donc, moi, je voulais juste vous avoir parce que nous avons des différences aussi en matière de dépistage et de vaccination en région, en particulier avec les régions ultra-périphériques. Est-ce que vous avez donc des relais particuliers? Comment est-ce que vous faites pour la communication globale? C'est pas la même chose dans toutes les régions de France, si je puis dire. Oui, c'est vrai, donc il y a une communication nationale et puis il y a des communications qui sont faites en région, qui sont pilotées par en général les ARS, soutenues par les CIR, c'est-à-dire la cellule de SP, de Santé publique France, qui sont en région. Donc elles sont aussi chargées à la fois de la veille épidémique et à la fois des actions de promotion de tout un tas de domaines, chacun de la vaccination d'ailleurs, pour veiller à ce que les actions soient déclinées en région. Ça, c'est de manière continue. Et puis, il y a la semaine européenne de la vaccination qui met un focus spécifique chaque année avec un plan d'action régional. Ok. Bon, alors vous ne voulez pas tout de suite? Merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci d'être venu. C'était un défi. Le petit copine, je veux la main, c'est très fort. Cécile, Hélène, Charlotte, qui j'oublie, Joseph, Patrice, Brigitte. Alors si ça vous a plu, vous nous le dites, on fera. Alors on a noté le manifeste. Ça me plaît bien, mais comme toujours, pour qu'on ne soit pas, il y a 4 cocons. Il faut qu'il y ait des gens qui s'emparent des choses. Voilà. Donc, on peut faire circuler, on peut voir, il faut activer, parce qu'on a tous plein de choses à faire. Voilà. Donc, en tout cas, merci. Mais je voudrais qu'avant, vous applaudissiez très fort Laurent Gérard. On nous avait donné d'ailleurs, vous avez remarqué, il n'y avait pas de firme parce qu'on avait, on voulait être libre. Mais ils ont collé des badges tout jusqu'à vendredi pas d'heure. Ils nous ont saoulés parce que moi j'étais stressée, la grève, il n'y a pas de présentation, etc. Donc on les remercie très fort. Et puis bon retour à tout le monde et à